Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes donc les fondateurs de la marque superphysique-nutrition.fr, une marque de compléments alimentaires Bravo! destinée à améliorer votre santé. Je vous montre des compléments. Je fais la pom-pom girl. Bref, la marque Superphysique Nutrition, destinée surtout à améliorer votre santé et vos performances de manière indirecte. J'en profite pour remercier tous ceux qui commandent sur Superphysique Nutrition. Ça fait plaisir. On essaye de faire au mieux sur la qualité, étant donné qu'on est les premiers consommateurs, d'avoir des justes prix, d'être accessible. On peut pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement, et je sais pas si quelqu'un peut faire mieux dans le monde. Autant le dire tout de suite. Donc Ah, merci exagère encore pas à quand ceux qui même, commandent Rudy. chez nous. Bah, on fait au mieux, on fait au mieux. Il faut le dire, faut le dire. Si on pouvait faire mieux, on ferait mieux. Bref, merci à ceux qui commandent chez nous. Et on a également l'application SP Training. La V4 vient de sortir. J'en ai parlé la semaine dernière dans l'épisode. On a plein de petites améliorations encore à vous partager sur l'application, mais déjà, elle vous fait un petit programme personnalisé, un grand programme personnalisé mieux que la plupart des coachs, et elle utilise la méthodologie des cycles de progression en vous disant quoi faire à chaque séance, série, charge, répétition, temps de récup. Vraiment, c'est le must, c'est mieux que la plupart des coachs. Je vous invite donc à l'essayer, évidemment, sur l'App Store et le Play Store. Ça me remplacera pas, mais c'est un bon substitut pour ceux qui n'auraient pas les moyens de prendre un possible suivi coaching avec moi. Donc Fabrice, comment va l'entraînement? Salut Rudy. On parlera de l'entraînement après, mais déjà, je vais te présenter un objet, ceci, qui est un symbole phallique, mais qui est aussi un mixeur plongeant. Et alors, je t'explique pourquoi je présente ça. Donc, pendant des années, j'ai utilisé comment ça s'appelle? Un mixeur pour shaker, voilà. Donc, un truc qui faisait voilà ce qui se passe quand on n'a pas bien préparé le podcast. Trou de mémoire, je sais plus comme ça s'appelle. Bref, le mixeur dédié pour faire des shakers, et j'en disais du bien, et je l'utilisais donc pour faire mes shakers de protéines. Et il se trouve que là, je suis en déplacement, et par ailleurs, cette chose qui faisait des shakers très pratiques, elle est morte. Le robot est mort, il y a des gouttes qui sont tombées dedans, ça a chauffé, ça a fait une petite odeur, de la fumée, et tout, c'était cassé au bout de plusieurs années. Et donc, j'ai hésité à en racheter un et ma femme m'a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas un mixeur plongeant? Donc, un mixeur plongeant, c'est ça, Rudy. Donc, on peut s'en servir pour faire de l'houmous. Donc, l'houmous, comme toi, tu sais pas ce que c'est. C'est des pois cassés, c'est des pois chiches qu'on a moulinés. Et ça, c'est utilisé pour faire de la soupe, souvent. Donc, tu fais bouillir tes légumes et ensuite tu les mixes avec ça, puis t'as ta soupe. Elle m'a dit, bah, utilise ça. Et c'est vrai que c'est logique. Après tout, puisque tu peux mouliner des pommes de terre, des carottes avec ça, tu peux très bien mouliner des bananes, de la protéine, etc. avec ça. Et donc, j'avais prévu une super démo avec un vieux shaker qu'on vendait à un moment donné sur notre site, mais il se trouve qu'avant le podcast, impossible de retrouver le bas du shaker. Mais donc, en gros, il faut imaginer un bas de shaker qui n'était pas en plastique. Si tu te souviens, à un moment donné, on était précurseurs, on avait dit on va vendre des shakers qui seront pas en plastique. Tu te souviens? Je me souviens plus. Ça fait beaucoup d'années. Mais ça, on avait fait des en inox, des shakers en inox, on avait Exactement, fait. exactement. Bon, malheureusement, il est pas. Faut visualiser, voilà, un checker en inox ici, qui était rond et qui avait le super avantage. En plus, tu pouvais te passer. D'ailleurs, c'est pas, j'emploie l'imparfait, mais il est toujours là. Je vais le retrouver, mon shaker. Je sais pas où il est, mais je vais le retrouver. On pouvait mettre une éponge dedans, bien le racler, et comme il était rond, il y avait aucun dépôt parce que c'était rond. Enfin, bref, super pratique. Et donc, tu prends ton shaker en inox, tu y mets ta banane. Voilà, banane. C'est mieux si elle est un petit peu mûre. Tu y mets un fruit. Donc là, c'est la saison des kakis. Alors moi, j'aime bien les kakis. Donc tu mets ton kaki après l'avoir découpé. Ensuite, tu mets ta créatine. Donc là, Rudy, tu sors la créatine, s'il te plaît. Tu leur montres ta créatine. Voilà. Donc pour ceux qui prennent la version poudre et qui pensent que une seule fois par jour, ça suffit. Ceux qui pensent qu'il faut faire 3 fois ou 4 fois par jour, ils prennent la version gélule. Ensuite, tu mets ton collagène marin. Donc là, sors le collagène marin, Rudy, s'il te plaît. Voilà. Tu mets ton collagène marin. Alors, on conseille de le mettre directement dans le shaker parce qu'il a quand même pas un super goût vu qu'il n'est pas édulcoré. Mais voilà, il est un peu, il a un peu un goût marin quoi, quand tu le prends tout seul. Donc, si tu le mets dans le shaker, le goût sera un peu masqué. Ensuite, tu mets ton lait de soja que là j'ai oublié et tu mets éventuellement ta protéine de pois ou ta protéine végétale. Et ensuite, tu mixes comme ça et paf,
tu refermes ton shaker avec le couvercle et puis tu l'emmènes avec toi et puis tu peux le boire n'importe où. Et c'est ce que j'ai fait encore ce matin où voilà, j'ai préparé le shaker avant d'aller m'entraîner. J'ai marché jusqu'à mon petit parc, je me suis entraîné, j'ai en parc et puis je suis revenu chez moi. Voilà comment je fais. Et donc du coup, ben, illumination. Il n'y a même pas besoin d'un appareil dédié pour faire le shaker. Il suffit d'avoir un mixeur plongeant qui est très versatile. Voilà. Et celui-là, c'est pas un truc de merde, hein, tu vois. T'as vu la bête? 1200 watts. Ça tourne vite. Voilà, c'était la petite parenthèse, Rudy. On dirait Oui. une présentation de Coucou c'est nous avec Patrice Carmouze et Christophe de Chavannes, quoi. Vraiment, le bêtisier, il y a pas le shaker, il manque la moitié des ingrédients. On parle de spécifications dont tout le monde se fout. Mais si, parce que si tu veux, le capitalisme moderne te fait souvent acheter un objet pour chaque chose, tu vois. Donc, tu as ton air fryer pour faire tes frites, parce que maintenant, c'est le produit à la mode. Tu as ton truc pour faire le shaker. Voilà, tu as tout plein d'articles. Alors, quand il y en a un qui peut faire plusieurs choses en même temps, j'en suis content et je partage avec les autres auditeurs l'idée. Alors, et j'avais aussi voulu préparer sur des notes le podcast, mais j'ai pas eu le temps de les recopier parce que Rudy, il arrêtait pas de me parler. Et ici, j'ai un autre ustensile qui est un stylo plume, Rudy. Et tu vois, ça semble banal, un stylo plume. Eh ben, figure-toi que j'ai voulu acheter un stylo plume, justement. Eh ben, j'en ai quasiment pas trouvé. En fait, ça se vend plus. En tout cas, là où j'habite actuellement, eh ben, très difficile de trouver un stylo plume. Il n'y a que des stylos billes. Alors, je me suis dit, bah, peut-être que le monde a changé en 20 ans depuis qu'on était lycéen ou étudiant, mais grosse difficulté pour trouver des stylos plumes. Anyway, j'en ai quand même trouvé un Ah, merde. et j'écris très bien avec. Voilà. Je peux écrire des mots d'amour et tout ça, super bien. Ouais. Ok, bon, petite. C'est pour ça que t'as bien préparé le pot. Vas-y, dis-moi. On va passer un peu aux choses sérieuses maintenant, Rudy. Alors, je voulais revenir sur quelques commentaires du dernier podcast, voilà, qui avait été publié sur YouTube. Comme ça, c'est facile, c'est du contenu facile. Donc, il y avait quelqu'un qui nous a repris sur la cohérence cardiaque. Il nous a dit, mais non, c'est pas 5 secondes, 5 secondes, c'est 6 secondes, 6 secondes. Et puis finalement, il s'est dédié. Donc, non, on s'était pas trompé. Des fois, on se trompe, mais pas là. Enfin, des fois, moi, je me trompe parce que Rudy se trompe jamais, lui. Des fois, je me trompe, mais c'était pas le cas là. Donc, la cohérence cardiaque, c'est bien 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration pendant 5 minutes, idéalement 3 fois par jour. Voilà. Mais déjà, si on fait matin et soir, c'est déjà pas mal. Ça, c'était le premier truc. J'avais un deuxième truc. Il y a quelqu'un qui a cité un livre. Et là, Rudy, tu vas regarder les notes que tu as à l'écran et tu vas nous lire le livre qui était cité. The Comfort Crisis de Michael Easter. Voilà. Et donc, j'ai pas lu le livre, mais en gros, j'ai lu vite fait le résumé. Et en gros, dans ce livre, pour simplifier, voilà, le type dit que la vie moderne, elle est trop cool, et que de temps en temps, il faut s'exposer un peu de d'inconfort, voilà, pour le bien-être du corps humain. Et dans ce livre, il fait la promotion de la marche lestée, donc la marche avec un poids sur son dos, comme je faisais avant ma blessure au dos, figure-toi. Et à ce moment-là, j'ai découvert que ça avait même un nom. Donc quel est le nom que tu vois à ton écran? Il y a un nom pour la marche lestée. Voilà, The Ricking. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a un nom pour chaque chose. Donc, quand à un moment donné, je m'amusais à avoir mon petit gilet lesté de 10 kilos et que je marchais dans ma forêt et que j'étais très content d'ailleurs de faire ça, effectivement, on se sent bien quand on fait de la marche lestée et que le lest est à peu près confortablement mis sur le dos. Ça nous oblige un peu à redresser le dos. Tu vois, on est poitrine en avant, un peu viril, tout ça. On a le cul contracté. Ça nous fait un petit truc un peu plus cardio, mais sans créer d'impact. Donc c'est vrai que c'est un bon truc, la marche lestée. Et ben, tu vois, il y a un nom exprès, The Rocking, si tu as bien prononcé. Je répète comme toi. Et il en fait la promotion dans le livre. Voilà. Et moi, j'en faisais probablement déjà avant lui. Mais bon, cela dit, les militaires, ils font ça depuis longtemps avec leur énorme sac à dos. Et même au temps des Romains, ils portaient leur bouclier et tout, donc ils faisaient déjà de la marche lestée au temps des Romains. Donc ça, c'est une blague parce qu'ils n'avaient pas le lest dans le dos. Ou en tout cas, je ne sais pas s'ils l'avaient dans le dos. D'ailleurs, ils avaient peut-être des chaussures minimalistes en plus, les Romains. Donc c'était de la marche lestée minimaliste. Mais je m'égare. Ok. Non, est-ce qu'il y avait une troisième question, Rudy, dans le podcast ou Bien pas? sûr. Il me semblait. C'était quoi le troisième point? Alors,
lactate et cerveau. Ah voilà, ça me Sur revient, la ça me revient. neurogénèse. Voilà, la dernière fois, il y a quelqu'un qui avait dit, donc j'avais parlé de la neurogénèse en disant que voilà, quand la fréquence cardiaque augmentait, tout ça, c'était bon pour le cerveau et que finalement le sport, enfin l'activité physique en général et tout ça, c'était bon pour le cerveau et c'était pas juste que pour le corps. Et il y a quelqu'un qui en commentaire m'a pris un peu de haut, puis il a dit oh là là, mais quelle banane celui-là. Évidemment que c'est bon pour le corps, ça active la circulation sanguine, ça fait les vaisseaux dans le cerveau, donc forcément ça irrigue le cerveau plus, donc c'est bien, etc. Il n'y avait pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour trouver ça. Mais en fait, voilà, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que cette histoire de lactate était une nouvelle, en tout cas plutôt récente, sur la neurogénèse. Et donc, c'était en ça que c'était important de faire de l'exercice intense. Voilà. Normalement, dans les notes, j'ai tout expliqué pourquoi. Si Rudy, tu veux rentrer dans le détail, mais je sais pas si c'est utile. Sinon, on passe au truc suivant. Bah, je vais lire je vais lire ta conclusion pratique. L'endurance fondamentale oxygène, mais l'intensité rénove la structure neuronale. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Bon, c'est bien. C'est bien, Rudy. Merci. Ok, alors maintenant, c'est un podcast un peu étrange aujourd'hui. En même temps, si j'avais un larbin qui me préparait mes notes comme justement De Chavannes ou Carnouze, tu vois, ils saisissent pas les notes eux-mêmes. Ils ont un larbin qui leur donne les notes, puis après ils tournent les fiches. Ok, alors, autre Ouais, sujet. on n'a pas assez de succès pour avoir quelqu'un qui nous fait ça. On n'a pas assez de succès. Ok, Rudy, autre sujet. Alors là, c'est toi qui me l'as fait suivre. Donc c'est Strava, donc l'application des jeunes et des moins jeunes qui n'en veulent, réseau social. Je montre que je fais du sport. Ils ont fait un rapport annuel comme ils font régulièrement avec les grandes tendances du sport. Je suppose qu'ils se basent sur leur appli. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport, Rudy? On lit que le sport ou l'activité physique qui a le vent en poupe, c'est quoi? C'est quoi, Rudy? Et, bah, j'ai plus en tête, mais je crois que c'était la marche. Je crois que c'était la marche qui était de plus en plus développée. Ouais, la marche et la course à pied. Comme- Ouais, c'est ça. Bon, la marche, on l'évacue. On va considérer que bon, c'est quand même, voilà, c'est pas vraiment du sport, même si ça dépend à quelle vitesse marche. Mais ouais, c'est la course à pied. En fait, c'est la course à pied qui cartonne. Et exactement. Pour ceux qui se souviennent, ça fait des années que moi, de visu, j'avais constaté déjà avant le Covid et après le Covid qu'il y avait de plus en plus de nanas qui couraient, tu sais. Et après, c'était des couples, etc. Et au fur et à mesure, je n'en voyais que ça, que des gens qui courent. Et là où je suis, en déplacement, c'est pareil, des gens qui courent, des gens qui courent, des gens qui courent, ça n'arrête pas de courir. C'est la folie de la course à pied. Et il y a aussi les événements type marathon, donc Paris, New York, machin. Il y en a plein et à chaque fois c'est un carton. Ils font truc complet alors que les prix peuvent être très très élevés. Et c'est la folie. C'est la folie de la course à pied. Et donc confirmé par Strava. Et voilà. Et même les clubs de course à pied, je l'ai vu, c'était dans l'étude Strava, ont un petit peu le vent en poupe parce que ça permet aux gens de se rencontrer, de nouer des liens, tout ça. Enfin bref, donc voilà. Donc le retour de la course à pied en force. Et là où c'est très drôle, c'est que donc moi j'ai fait de la course à pied, pas en compète, mais enfin, quand j'étais au lycéen, je faisais des petites courses locales dans le temps. Alors dans le temps, quand on faisait des petites courses locales, ça coûtait quelques euros puis tu repartais avec un t-shirt. Et encore, je t'ai pas dit si qu'on me donnait le t-shirt tout le temps. Maintenant, ça coûte très cher, mais tu as une belle médaille. Tout le monde a une médaille. Après, ils peuvent se promener avec leur médaille. Ils ont le t-shirt en plus, tout ça. Pour voilà, ils ont la preuve sociale qu'ils ont participé à l'événement. Bref, donc je faisais plein de courses à pied, je faisais plein de muscu. Et à l'époque, il y avait pas grand monde qui faisait de la course à pied, il y avait pas grand monde qui faisait de la muscu. Et maintenant, j'ai plus de muscu, j'ai plus de course à pied. Tout le monde fait de la muscu, tout le monde fait de la course à pied. Donc qui sait si tout le monde sera pas vegan d'ici quelques années, Rudy, ou au moins végétarien. Donc voilà, ça c'était pour la partie Strava course à pied. Et d'ailleurs, même Rudy fait de la course à pied maintenant, alors qu'avant il en faisait pas. Donc même lui, il Ouais, est tendance. moi, j'ai commencé quand même par l'athlé. Quand j'étais gamin, je faisais de l'athlé, donc j'avais pas mal couru. Après, c'est sûr que j'ai eu ma phase muscu. Là, je cours pas beaucoup. Je cours une fois par semaine, voilà, pour entretenir, on va dire, les chocs, dont on va reparler un petit peu après, par rapport à la densité osseuse, etc. Mais c'est vrai que la course à pied, c'est un sacré business. Parce que comme tu l'as dit, la plupart des gros marathons ou des grosses courses sont complètes des mois et des mois avant avec des prix qui nous semblent, pour nous, qui sommes dans l'accessibilité à tous, vraiment démesurés. Moi, je vois pas mal de gens
qui gueulent pour s'inscrire aux Aerox, tu dis ouais, il y a pas de place, c'est inadmissible, etc. Et puis c'est cher. Mais en fait, des fois, tu veux t'inscrire à un marathon, c'est 200 balles le marathon. C'est 200 balles pour que tu aies ton t-shirt finisher et puis ta médaille, des fois, qui est même en plus. Donc, c'est vrai que ce travail, moi, pendant un temps, j'y étais un peu pour voir ce qui se passait. Mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. Tu parlais des running clubs, il y en a de plus en plus. Petite dédicace, à Tristan, qui est un des cofondateurs de l'application Campus Coach. Et pareil, il y a des clubs de run entre guillemets campus dans beaucoup beaucoup de villes en France. Et il y en a partout. Et en fait, c'est un peu le nouvel endroit. Tu sais, avant on disait pour rencontrer des filles, il fallait aller dans les clubs de danse, faire de la salsa ou de la bachata. Mais maintenant, tu fais de la course à pied ou tu vas dans des clubs de trail. À Annecy, il y a beaucoup de clubs de trail. En fait, tu fais des rencontres en faisant du sport, quoi. C'est comme à la salle de sport maintenant, plus personne se parle ou presque. Quand tu cours, tu parles un peu plus, puis tu partages l'effort. Et ça, a priori, ça aide pour se mettre en couple, a priori, de tout ce que tu m'as expliqué auparavant durant ces longues années. Mais ouais, c'est vrai que la course s'est vraiment démocratisée. Et ce rapport ce travail était très, très intéressant. Je tiens à remercier, David qui me l'a envoyé. Donc c'est pour ça que je te l'ai transmis ensuite. C'était vraiment un super rapport hyper intéressant. Je pense que vous pouvez retrouver facilement sur internet, mais qui montrait que, les gens s'entraînent de plus en plus, ça n'arrête pas, Enfin, une partie voilà, des c'est gens, toujours dit. voilà. Ouais, Mm. ce que j'allais dire. Une partie s'entraîne vraiment énormément et une autre partie s'entraîne pas du tout, fait pas du tout de sport. Il n'y a plus vraiment de juste milieu. Maintenant, on est raillé qu'on est juste milieu. On est sportif sédentaire. Donc, donc ouais. Ok, alors autre sujet qui normalement doit constituer le gros du podcast, si Rudy arrive à s'en sortir en regardant mes notes. On va parler de densité osseuse, capitale osseuse, réserve osseuse et tout ça. Donc j'explique pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents. Voilà. J'explique pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents. Donc dans le temps, moi j'ai fait beaucoup de muscu et puis finalement, je me suis blessé le dos. Voilà, hernie discale, opération, machin, c'était il y a 3 ans. Et depuis, voilà, longévité, machin, on prend pas trop de risques. Et donc, en gros, je fais que des activités sans impact. Donc, de la marche, voilà, j'ai fait là un peu de rameur, du ski erg, de la natation, machin. Je cours plus, voilà. Je fais plus de cours à sauter. Et puis, je fais le TRX aussi et un peu d'alstique. Mais du coup, je fais plus de muscu comme avant. Et pour ceux qui se souviennent, un des énormes avantages de la muscu, et ça on en parlait déjà il y a au moins 30 ans, je m'en souviens bien, c'est que la muscu c'était bon pour la densité osseuse. Est-ce que tu veux nous confirmer, Rudy, et nous dire pourquoi? Bien sûr, parce que les contraintes que ça met sur les os, comme les os sont en constante adaptation, en fait, c'est un tissu qui réagit à ce qu'on appelle la loi de Wolff, qui explique que les os se déforment, entre guillemets, se renforcent sous la contrainte. Et c'est déjà pour ça que Jean Texier, dans les années 80-90, disait dans les fameux guides pratiques du bodybuilding que quand on faisait de la musculation enfant ou qu'on faisait des sports comme la natation, ça aidait à élargir en étirant, entre guillemets, un peu les os. Et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, on milite plus pour varier les exercices par période plutôt que de refaire toujours les mêmes, parce que si on fait toujours les mêmes exercices, en fait, on va déformer nos os toujours au même endroit. Et je donne souvent cet exemple-là dans les cours que je peux donner aux futurs coachs en CQP, BP et DE. C'est que parfois, on voit les gens qui font beaucoup de triceps, après, ils ont le coude qui pousse. On voit l'olécrane pousse un petit peu. Et donc, en fait, les os se déforment sous la contrainte et la musculation met, en tout cas avec charge et des charges assez lourdes, beaucoup de contraintes et donc permet en général d'avoir des os plus costauds. Voilà. Ok. Et le coup de qui pousse, c'était pas l'hormone frelatée façon Chris Dickerson dans les années 70, 80? C'était pas l'hormone de Il y, croissance a- qui faisait il y pousser avait le ça coude? avec la GH, parce que l'hormone de croissance fait pousser, entre guillemets, ça faisait pousser, on disait, les os, ça les épaississait tous. Mais il y a aussi une déformation des os. Tu regardes les pratiquants de muscu qui pratiquent depuis vraiment plusieurs décennies, vraiment qui se sont acharnés sur les triceps et développer tout ça. Souvent, ils ont les coudes qui pointent. Les os, de toute façon, se déforment sous la contrainte. Donc, plus tu mets de contraintes, si tu y résistes et que tu te blesses pas, plus ils vont se déformer et s'adapter. C'est moi, par exemple, quand je faisais beaucoup de kayak, j'avais le pouce, j'ai encore la trace, qui se déformait. Vraiment, j'avais le pouce qui gonflait et tout. Et ça faisait un peu je caricature, mais du calosseux, tu vois. Ça faisait vraiment un pouce qui grossissait en épaisseur, avec la pagaie qui arrêtait pas de rouler dessus. Donc, on est vraiment le reflet de nos habitudes et de ce qu'on fait. Et les os n'échappent pas à cette règle. Ok. Et alors, du coup, figure-toi que moi j'ai pris peur.
Rudy, parce que je me suis dit, est-ce que le TRX, est-ce que la marche minimaliste avec les chaussures minimalistes, là, est-ce que finalement ça va créer assez de contraintes sur les autres pour qu'il y ait assez de densification, pour que quand j'arrive à 60 ans, j'ai un capital osseux, on va appeler ça un capital densité osseuse qui soit assez élevé pour que ça diminue pas trop vite, quoi, tu vois. Parce que même si je continue à faire des choses à 60 ans, en général, ça se passe comme ça. Il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui progressent, mais plus on vieillit, en fait, plus le solde est négatif. Alors, c'est quand même mieux de commencer assez haut. Voilà, c'est un peu le même concept qu'avec la réserve cognitive, où en gros, bah, si tu commences, si t'es déjà con, ça va pas être facile. Si t'es déjà con puis que tu deviens de plus en plus con, c'est plus difficile que si tu pars de haut. Bref, donc c'est un peu pareil avec les dos, pour faire simple. Et on se dit, voilà, est-ce que la marche minimaliste, est-ce que le TRX, est-ce que faire des petits exercices avec élastique, ça va créer suffisamment de contraintes pour avoir suffisamment de densité, particulièrement pour quelqu'un qui privilégie le low impact. Donc, je donne un exemple. Rudy, est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait que de la natation, est-ce que ça va lui faire une bonne densité osseuse? Bah, justement, voilà, c'est le point faible des activités portées où comme il y a pas d'impact, bah, il y a pas d'impact, c'est le mot, sur la densité osseuse et on perd même de la densité. On en perd. C'est pour ça que la natation, bah, on dit que c'est un sport longévité, mais en fait, tu deviens, friable en exagérant à terme. Le ski erg, alors tu avais noté le ski erg, il y a pas d'impact au sol significatif effectivement, mais si tu mets un peu de résistance, tout ça, ça fait un peu office de musculation sur le haut du corps. Le rameur, tu as noté, bah, c'est vrai que le rameur, comme tu es assis, là, il y a vraiment pas de choc. Ça peut faire office de tension mécanique peut-être suffisante pour certaines articulations, mais on peut aussi facilement se niquer le dos. La marche, bah, l'impact, en général, est considéré comme trop faible pour la densité osseuse. Donc, à la rigueur, ça peut adapter, les pieds parce que, on n'arrête pas de marcher, on n'arrête pas de marcher. D'ailleurs, tu sais, j'ai acheté un tapis champ de fleurs. Tu connais Fabrice? Ah non? Non, non. Eh bah, Je connais les chants des je peux te le oiseaux, mais montrer je si tu connais veux. pas les chants des fleurs. Ah, non, maintenant tu peux pas te Je te le lever. montre? Bah, si t'as pas besoin de te lever, parce que les gens vont pas attendre, Rudy. Non, non, il est loin. Je le montrerai la prochaine fois. La prochaine Ok, fois, ne bon, coupez bah, pas le prochain épisode pour voir mon tapis champ de fleurs. décris ce que c'est, et puis voilà. Non. Donc c'est un tapis avec des picots et en fait, je me suis fait offrir ça pour, désensibiliser mes pieds parce que souvent, tu sais, on marche sur des sols, plats, même si on est en minimaliste, tout ça, il y a pas trop de cailloux et donc avec tous les picots là-bas, c'est utilisé pour le dos. Les gens s'allongent dessus, ça fait plein de picots, ça active, la circulation sanguine et donc mon idée, j'ai pas encore commencé parce que le truc il pique, sévère, hein, franchement. Je vais commencer avec des grosses chaussettes, je pense et l'idée, c'est de marcher dessus pour, c'est là, on n'est pas dans cette histoire de densité osseuse, mais vraiment désensibiliser les pieds, sachant que le système sensoriel a une grosse influence sur notre posture et notre façon de nous organiser, de bouger. Et donc, voilà, un nouvel achat, un nouveau test que vous pouvez retrouver dans Protocole 40 prochainement. Tu sais ce qui me fait rire, Rudy, avec toi, c'est qu'en fait, tu fais plein de choses que je fais, mais sous forme d'exercice, tu vois. T'exerces tes yeux, alors que moi, je vais dans la forêt et mes yeux, ils regardent les oiseaux, ils regardent les écureuils, ils regardent les chevreuils, les sangliers, donc ils bougent tout seuls. T'as ton tapis spécial pied, alors que moi, je vais arroser les plantes, pieds nus dans mon jardin. Des fois, il y a des cailloux, tout ça. Je passe pieds nus sur les cailloux avec l'arrosoir à côté, machin, et ça désensibilise les pieds. Des fois, je marche dans la forêt, t'as tous des trucs qui font mal aux pieds, et hop, avec mes pieds de hobbit, j'y vais. Bon, par contre, je résiste pas aux ronces et aux épineux. Ça pique, ça fait des échardes. Et là, j'ai pas, ça marche pas. Mais bref, et toi, maintenant, t'as ton tapis fleur qui pique. Donc en fait, mais va promener ton chien pieds nus au lieu d'avoir ton tapis fleuri. Mais en fait, c'est pas compliqué, c'est que comme je suis beaucoup sur ordi, même si je fais des pauses, et cetera, ben, en fait, à un moment, je suis obligé de compenser, ça, on en Ouais, parlait avant ouais, le je sais. podcast. En fait, plus tu fais quelque chose de manière intensive ou longue, plus tu dois la compenser et en fait, Bien sûr, bah, bien moi sûr. aussi, quand je vais promener mon chien, je regarde la forêt, tout ça, mais je vois que quand je travaille un peu les yeux, bah, en fait, tu sais, c'est un peu comme la cohérence cardiaque. Si tu respirais bien, tu aurais pas besoin de faire de la cohérence cardiaque. Tu Là, respires mal, en fait. ouais, parce qu'en fait, Ouais, c'est souvent un peu quand la on même fait de chose, mais en l'ordi, fait, je sais. ouais, souvent quand on fait de l'ordi, on a tendance à être en apnée respiratoire. Et effectivement, ouais, après, faut compenser entre guillemets. Ok,
Et Ouais, alors, effectivement, je ne fais que donc, compenser. ouais, je sais pas si tu avais lu mes notes ou quoi, mais c'est pas mal ce que tu as dit, Rudy. Et alors, pour la marche, donc, ce que j'ai lu, c'est que grosso modo, voilà, les forces qui sont générées, les tensions, on va dire, ça va être 1,2 fois ton poids de corps à peu près. Et si tu as des chaussures minimalistes ou si tu marches pieds nus, bah, ça peut monter éventuellement à 1,3, 1,5. Mais ça va surtout, toujours selon ce que j'ai lu, hein, densifier les pieds. Bon, éventuellement, je sais pas quoi, le tibia, puis ça va monter jusqu'au genou, admettons, mais ça va pas monter jusqu'à la hanche, d'après ce que j'ai lu. Il n'y a pas assez de tension. Et donc, en fait, si tu 100, 100 mètres de poids sur ton dos, après, la seule solution pour monter jusqu'à la hanche, toujours d'après ce que j'ai lu, bah, il faut que tu fasses des petits sauts pour rajouter une grosse contrainte. Et effectivement, si tu sautes le plus haut possible, puis que tu retombes, bah là, tu peux monter à 4 ou 5 fois ton poids de corps. Puis si tu fais des petits sauts je sais pas comment dire, comment ça s'appelle, des tout petits sauts, voilà, où tu effleures le sol à chaque fois, là, tu vas peut-être être à 2. Voilà, d'après mes sources. Et donc, bah, j'en ai déduit que si je voulais avoir un bon capital osseux, bah, soit faut que je me remette à faire de la course à pied, que j'ai pas fait depuis 3 ans, donc je sais pas ce que ça donnerait. Ou bah, déjà, faut que je commence par refaire des petits sauts, déjà pour ne serait-ce que voir si ma colonne vertébrale, elle tient les Reprends la petits corde à sauts, quoi. sauter, Fabrice. Ben, je pense Reprends que la la corde à corde à sauter. sauter, la corde à sauter à l'heure actuelle, c'est trop dur pour moi parce que ça fait 3 ans que j'ai pas sauté. Et donc, du coup, j'ai quand même fait le test. Ça fait 2 fois qu'avant ma séance, je fais voilà 100 sauts sur place, ce qui est pas beaucoup. Et ben n'empêche que j'avais développé une petite kinésiophobie du saut, vu que j'avais pas sauté depuis 3 ans, j'avais pas couru depuis 3 ans, j'avais pas fait d'impact depuis 3 ans. Donc du coup, je savais pas trop comment allait réagir la colonne vertébrale et tout ça, tu vois, après mon opération. Et parce qu'en fait, c'était jamais arrivé dans ma vie ça. Moi, ça faisait, j'ai couru pendant 26 ans, machin, j'avais toujours eu des impacts. Donc 3 ans sans impact, bah tu sais, quand tu commences à remettre de l'impact, tu te dis, bah j'espère que je vais pas me casser en morceaux, tu vois. Bon, coup de peu, je me suis pas cassé en morceaux, mais je tendais tu vois, j'étais comme ça en me disant, j'espère que je vais pas me faire mal au dos. Bah ouais, ça paraît un peu con, mais la kiné, en tout cas dans mon cas, mais pour avoir discuté avec d'autres gens, c'est souvent comme ça. La kinésiophobie, ça arrive vite en fait. Quand il y a une activité que tu fais plus, après, tu as un peu peur de la faire en fait, quand tu as déjà été blessé. Mais bref, donc du coup, j'ai refait des petits sauts avant la séance et je me suis dit, voilà, je vais rajouter dans mon entraînement 2 minutes de petits sauts, histoire de densifier un petit peu jusqu'à la hanche, parce que sinon, bah voilà, je vais pas avoir la hanche densifiée. C'est quand même malheureux. À moins que peut-être les fentes, si tu fais des fentes arrière, ou même n'importe quel type de fente, peut-être qu'il y a une petite contrainte suffisante, mais bon, c'est même pas dit, tu vois, si c'est pas des fentes lestées, j'étais pas sûr. Donc bon, dans le doute, les petits sauts. Ok, allez, ça nous fait jusqu'à la hanche. Mais, hé, il y a les bras là. Comment on fait du coup pour les bras, Rudy? Est-ce que ça va être le cœur là, le petit cœur là, à l'élastique, et puis des petites extensions triceps à l'élastique qui vont être suffisants pour densifier les bras? Ou ce que j'appelle le ver de terre là. Donc je te réexplique ce que c'est parce que je t'ai déjà dit 15 fois, mais voilà. Quand tu es debout, tu te penches en avant, tu marches un peu sur tes mains, tu passes en position pompe, etc. Et tu remontes pareil à ta position initiale. Donc tu as des tout petits impacts quand tu marches sur, voilà, sur tes mains. Mais comme que tu portes pas tout ton poids de corps, en fait, c'est très peu. Donc tu vois, est-ce que ça va être suffisant pour densifier ou pas, Rudy? Ou faire le mountain climber sur les mains. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? Tu vois? Je Ah, sais ça pas. dépend de l'intensité des chocs, en fait. Déjà, si tu te laisses tomber, ça fait des vrais chocs. Mais si tu mets des tout petits chocs, je suis pas convaincu. Si tu mets pas de choc du tout et que t'es tout mou, Bah ouais, bah, d'après les lectures, je n'étais pas convaincu non plus en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah quand même, la muscu, ça avait quand même quelques avantages parce qu'avec le développé couché, bon, bien tu sûr. te défonces les épaules, mais voilà, tu te densifies bien ou avec les tirages, machin. Au moins, tu te densifies un petit peu. Et là, bon, bah, le TRX, quand tu fais du tirage, tu as quand même une bonne contrainte si tu es bien incliné. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas évident pour le reste. Donc bon, il faut espérer qu'en faisant du shoulder tap, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, on se met en position pompe et puis on va toucher, voilà, on va toucher l'épaule opposée comme ça et on met un petit peu plus de tension dans son exercice de gainage. On va espérer que ça densifie un petit peu. Sinon, au niveau du haut du corps, je vais pas être densifié, Rudy. Donc c'est pas bon. Et, euh, et voilà. Et finalement, ben, j'en étais arrivé à ce truc-là que la muscu, ça avait quand même ses avantages parce qu'il n'y avait pas ces questions de densification. Il faut juste régler plutôt les problèmes articulo-tendineux.
mais au niveau densification, on a un problème en moins grâce à la muscu. Donc ça, c'était plutôt cool, la muscu, pour ça. On est densifié. Mais c'est pour ça que beaucoup recommandent quand même, dans cette optique de longévité, bah, la musculation avec, barre et haltères ou même avec son poids du corps, hein. Tu fais des pompes ou des trucs comme ça, bah, ça ferait quelque chose, en fait. Ça fait une certaine tension mécanique, même si c'est pas si lourd. Après, ça dépend, ce qu'on veut faire ou pas, en termes d'effort. Mais, la muscu pour la longévité, c'est pas une option. C'est pareil quand j'entends, des fois des débats qui n'auraient pas lieu d'être sur, faut-il faire du renforcement musculaire pour la course à pied ou autre? Bah, sur le long terme, il y a pas trop de débat ou même pour la natation, pour n'importe quel sport, ça n'a pas de débat, en fait. D'un point de vue longévité, la musculation, si on force pas comme un fou et qu'on en fait vraiment, pour la santé, bah, en fait, ça n'a que des avantages, hein, ça n'a que des avantages. Après, si un exercice fait mal, on a toujours le choix de pas le faire et d'en faire un autre. Il y a tellement d'exercices ou alors si on est vraiment, motivé, on peut faire plein d'exercices pour pouvoir le faire. Mais, là, c'est réservé aux plus motivés, quoi. Et c'est sûr que la muscu, ça fait partie, du pack, longévité. Avec, l'endurance, avec, la mobilité comme on a déjà parlé, avec le fait de pas avoir mal, et cetera, on en a déjà parlé, plein de fois. Ok, alors il y a justement un exercice qui a été popularisé voilà, ces derniers temps, c'est les burpees. Alors les burpees à la base c'était un exercice qui était utilisé en test pour l'armée. Alors je sais plus laquelle qui avait commencé en premier, si c'était les Anglais ou les Américains, mais bon en gros c'était plus un test cardio. Et là maintenant des fois c'est devenu un espèce de truc d'entraînement, le burpee. À la base c'était juste un test. Et donc on se dit a priori ça doit être pas mal le burpee pour la densité parce qu'on fait un saut, voilà, assez haut normalement, même si avec la fatigue on saute de moins en moins haut. On fait un saut haut, donc il y a des bonnes contraintes, voilà, sur les tibias, les fémurs, les hanches, etc. Pas de problème. Après on fait, alors ça, je crois que ça s'appelle un step back quand on passe du assez rapidement dans la position pompe et puis que du coup il y a les pieds qui vont heurter le sol un peu rapidement et du coup tu as une espèce de contrainte un peu sur tout, sur l'ensemble du corps alors que tu es en position pompe et en plus tu fais une pompe. Donc voilà. Mais controverse sur le burpee, mon Rudy. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un exo de merde ce truc-là parce que je trouvais que ça nécessitait beaucoup de gainage et ouais, voilà, du gainage, on va dire appeler ça du gainage dynamique et que comme ça fatiguait énormément, je trouvais que le faire en entraînement cardio intensif, c'était un petit peu absurde parce que plus on était fatigué, plus on avait de chances de mal faire l'exercice. Et en particulier, l'espèce de step back, là, quand on passe de la position, quand on se met en position pompe de manière un peu dynamique, là, ça fait des espèces de forces sur le dos, je crois qu'on appelle ça des forces de cisaillement. Et ça, je le sentais pas trop. Et en faisant des recherches sur Internet, il s'avère qu'effectivement, le burpee est très controversé, justement parce qu'on finit par le faire dans un état de fatigue et parce que le dos, il répond assez bien aux forces verticales. Donc, si on saute sur place ou si on fait de la course à pied, en fait, la compression, extension au niveau de la colonne vertébrale, c'est vertical, ça pas de problème. Les disques, ils savent faire, ils savent réagir. Mais quand c'est en position, voilà, la position pompe qu'on va faire un peu abruptement, et ben là, il y a des forces de cisaillement et là, la colonne vertébrale, elle est moins faite pour faire ce genre de choses. Donc, Rudy, est-ce que tu confirmes? Quel est ton avis sur les burpees? Penses-tu que c'est l'exercice ultime pour le cardio et la densification osseuse? Ou penses-tu que c'est un exercice de merde qui a été popularisé en grande partie à cause de YouTube et qu'en fait, il fallait pas faire ça? En tout cas, en version hyper Ouais. cardio 3 fois par semaine. Ouais, bah, c'est sûr qu'en version cardio avec la fatigue, en fait, c'est comme d'habitude. Quels sont les prérequis pour pouvoir faire des burpees et pas se niquer? Faut une super extension au niveau lombaire. Or, la majorité des gens, et moi je l'ai testé il y a pas longtemps, ont une faible extension lombaire. Donc si tu te retrouves à devoir faire une extension lombaire, donc ton step back avec une méga extension lombaire, donc à cambrer à fond avec la vitesse, ce qui te permet d'avoir cette super extension et que tu n'y arrives pas de manière active quand tu es allongé au sol, quand tu fais un Superman, en fait, tu ne fais que subir, bah, une position, dans laquelle tu peux pas développer de force et donc c'est comme ça que tu te niques, en fait. C'est comme ça que, à force de répéter des gestes que tu ne peux pas maîtriser, que avec lesquels tu joues grâce à la vitesse ou au poids que tu utilises, bah, ça ne peut conduire qu'à la blessure. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est quand tu as pas le prérequis, puis pareil, on peut se demander la question de quand on fait ce step back, jusqu'où peut-on cambrer sans que ça devienne délétère, même si on a le renforcement adéquat?
comme je l'ai expliqué depuis plusieurs podcasts, depuis bien longtemps, c'est pas parce que tu es en train de te renforcer que tu pas en train de te détruire d'un point de vue articulaire. C'est pas parce que je renforce mes muscles que mes tendons encaissent bien les chocs, que les tissus conjonctifs aussi, et puis que les os aussi. Et puis dans le dos, on le sait bien, avec tous les 10 intervertébraux, mais ce que tu fait pour faire ça, c'est sûr, c'est si tu fais un burpees en faisant une pompe, en sautant, etc., de manière très académique et non efficace, d'un point de vue sportif, je pense que c'est pas mal. Tu vois, tu descends, tu fais une pompe, tu restes gainé, tu remontes, tu fais ton petit saut, tout ça. Je pense que ça, c'est bien. Mais à un moment où tu te retrouves dans des positions que tu peux pas maîtriser sans vitesse et sans poids, bah là, c'est sûr que ça peut pas bien finir, quoi. Là, c'est sûr que c'est pas foufou, quoi. Ok, attends, ce que tu veux dire, des positions que tu peux pas maîtriser sans vitesse, là, je suis pas sûr que ce soit compréhensible. Tu veux dire que si en plus tu mets de la vitesse sur des positions que tu n'arrivais déjà pas à maîtriser sans vitesse, c'est sûr de te blesser? C'est ça que tu veux dire? Parce que c'est pas très clair, la rue. Ouais, parce que ouais, mais parce qu'en fait, quand tu fais un burpees et que tu te jettes au sol, tu vois, comme tu te jettes, t'arrives à vraiment cambrer, tu vois, t'arrives vraiment à faire ça, alors que tu n'y arrives pas sans vitesse, tu vois. Ah oui, Tu peux pas d'accord. le Tu faire veux sans dire que... vitesse. Ouais, ça y est, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu comme quelqu'un qui, s'il lève la jambe devant lui, s'il fait un mouvement balistique, il peut lever la jambe plus haut qu'il n'aurait fait sans mouvement balistique, mais au final, rien n'est contrôlé Voilà, et tout ça. voilà. Ok, ok. Bon. Exactement, exactement. Heureusement qu'il y a ton assistant pour expliquer. Ok. Et alors, tu as parlé de la corde à sauter. Et ben effectivement, je m'étais dit que les boxeurs, mine de rien, intuitivement, ils faisaient un truc qui était pas mal, parce que quand on les voyait faire de la corde à sauter, ils faisaient beaucoup de ce qu'on appelle le pas du boxeur. Donc en gros, c'est une jambe sur l'autre, on va dire. Et puis de temps en temps, bah, ils vont faire des doubles sauts. Et au final, bah, au niveau densité osseuse, c'était pas si mal parce que les doubles sauts, bah, ça créait beaucoup de tension. Et puis, bah, ils pouvaient se reposer pendant les petits sauts. En plus, c'était une forme d'intervalle training ou fartlek, je crois que c'est comme ça qu'on dit en course à pied, où tu alternes la haute intensité et la faible intensité. Donc au final, c'était idéal sur le plan du cardio. Et puis, bah, en plus, ça leur aidait, ça aidait à la mobilité, au jeu de jambes, on va dire, sur le quand ils faisaient de la boxe. Donc c'était pas mal du tout cette corde à sauter. Et alors, il y avait un autre aspect, mais là, je sais pas si c'est dans mes notes. J'avais vu quelque chose dans mes lectures. On va voir si toi, tu es au courant ou pas. Il disait que si tu fais des sauts, par exemple, pour voilà développer un peu ta densité osseuse, faire 200 sauts d'affilée, ça servait à rien. Et au final, en faire juste quelques-uns ou un petit peu, et ensuite se reposer un jour ou deux et recommencer, c'était beaucoup plus efficace. Ça ressemblait un petit peu à la théorie de feu Mike Wenzer, où en gros, une fois que la réponse est enclenchée, la réponse au stimuli est enclenchée, ça sert à rien d'insister. Et donc voilà, est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que j'étais un petit peu étonné qu'avec si peu de sauts, eh ben, la stimulation se déclenche. Tu vois? Et donc, il t'est recommandé de faire un petit peu de sauts. Ouais. Voilà. Un petit peu de sauts tous les jours, on va dire, ou un jour sur deux, plutôt que 100 d'un coup. Parce qu'en fait, les 70 suivants, ils servent à rien. Pour simplifier l'idée, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est difficile d'avoir un avis tranché parce que ça dépend tellement du contexte et de l'individu. Si t'es jeune et puis que tu veux faire du triple saut, à mon avis, t'as intérêt à faire plus que 20 ou 40 sauts pour pouvoir résister au triple saut. Tu vois? Maintenant, si c'est peut-être juste pour la santé et qu'en fait, c'est juste quand tu descends les escaliers, tu veux pas te casser le col du fémur, peut-être tu veux faire avec 40 sauts, ça suffit, quoi. Surtout si t'es un peu âgé. Non, mais c'est vrai. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire aussi, dans quel état tu es, quel est ton niveau d'entraînement, ton niveau de comment tu manges. Bref, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Après, c'est sûr qu'en faire un petit peu, si vous n'en faites jamais, ça peut que vous faire du bien. Voilà, à moins que vous soyez en surpoids et là, ça peut faire un peu de mal, mais sinon ça peut faire que du bien. Justement, j'y pensais cette semaine à refaire un peu de corde à sauter. Tu vois, je fais 100 ou 200 sauts comme ça. Parce que je me souviens que quand j'en faisais, je sentais que j'étais plus dynamique, tu vois? Je sentais que ça m'aidait, Mhm. à avoir le pied, plus dynamique. Et j'aimais bien, quoi. Donc, bon. Ok, Donc, bon, je vais déjà faire le test pour toi, Rudy. Mais d'ailleurs, là, j'ai même pas besoin de la corde à sauter, en fait, hein. Tu sautes sur place, puis des fois, puis mes petits sauts, je fais des petites variantes comme quand je faisais de la corde à sauter, les variantes de base, mais sans le, tu sais, un petit saut en avant, un petit saut en arrière, t'écartes les jambes, tu les rapproches, t'écartes, tu rapproches, ou tu fais un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça, mais sans la corde. Voilà, un petit peu à l'échauffement, histoire de densifier et de, de voir si mon bas du dos tient.
Et voilà. Alors justement, tu as parlé du col du fémur, mais on va penser que tu as lu toutes les notes, Rudy. Il y a effectivement des études qui ont montré, mais je sais même pas si c'est récent ou pas, qu'en fait, dans les pays occidentaux, on a plus de fractures de col du fémur que dans d'autres pays, alors que on boit des tonnes de lait. D'où, d'où l'idée qu'on avait déjà abordée dans d'autres podcasts, comme quoi cette histoire du lait, c'était un petit peu une arnaque, où on avait présenté le lait comme la brique ultime pour avoir de la bonne densité osseuse, voilà, avoir des bons os bien forts. Tu dois prendre ton lait et manger ton fromage. D'ailleurs, on t'en donnait même quand tu étais petit à l'école. Hein. On m'en avait donné, moi, du lait. Après, t'arrêtais pas de péter. Enfin, quand t'étais petit, ça allait, parce que t'avais encore l'enzyme pour digérer le lactose, mais après, tu l'avais plus, donc t'arrêtais pas de péter. Et puis, tu disais, merde, faut que je mange mon lait pour avoir des bons os, mais j'arrête pas de péter. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête le lait, mais je vais m'effondrer parce que j'aurai des mauvais os. Ou alors, je continue le lait, mais j'aurai jamais de bon ami parce que j'arrête pas de péter. Et heureusement, après, ils ont inventé le lait sans lactose. Comme ça, tu pouvais avoir des bons os sans péter. Bon, Et des au bons amis. final, des bons amis. Bon, au final, tout ça, c'est de la connerie. Parce que le calcium du lait, il n'est pas très très bien absorbé. En plus, le calcium, c'est que un des aspects en fait des bons os. Et en gros, la densité osseuse, d'ailleurs, ça ressemble un peu avec la muscu. On va dire la muscu, il faut s'entraîner pour avoir des muscles et puis ensuite manger ce qu'il faut, un peu de protéines, un peu de glucides, un peu de tout. C'est pas aussi simple que juste que des protéines et puis et que de la muscu. Enfin bref, il y a une espèce d'ensemble. Et ben c'est pareil avec les os. Donc il faut faire des activités de densité osseuse. Il faut la vitamine D et il y en a même une autre. Je sais plus laquelle c'est. C'est peut-être écrit dans mes notes, Rudy. Bon, peu importe. Sinon on retiendra que la La vitamine D. K2. Voilà, c'est ça. La La K2. K2 qu'on retrouve dans le super vitamine. Oui, oui, oui. On a mis un petit peu. Normalement, le super vitamine, c'est bon. C'est pour ça que j'ai pas retenu la vitamine, vu que je sais qu'on a dans le super vitamine, j'avais oublié. Donc, bref, la vitamine D, la K2, un peu de calcium, mais donc du calcium, comme on avait déjà expliqué, il y en a pas que dans le lait. Il y en a dans les eaux minérales, il y en a dans les légumes, tout ça. Il y en a dans le tofu. Et donc, moi qui suis vegan depuis 6 ans, j'avais fait une analyse sanguine, j'en ai parlé il y a quelques semaines, et j'étais nickel au niveau calcium. Et pourtant, j'avais un peu peur. Hein. Au bout de 6 ans, je m'étais dit, oh, et ben au final, nickel, grâce au tofu et à tout le reste. Et par contre, voilà, je faisais pas assez de sauts. Donc, on va espérer, Rudy, que cette période de 3 ans sans faire de saut et de muscu ne m'a pas fait perdre tout mon capital osseux qui était sans doute au top avant ma blessure au dos, mais qui ne m'a pas empêché de me blesser le dos. Donc tu vois, des fois, hein, on n'est pas récompensé. C'était Non, mais probablement, j'avais une parce super que densité. bien sûr, parce que la blessure, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en parle plus trop parce que pour nous, c'est acquis. Mais se complémenter en vitamine D, notamment en vitamine D3, quand il n'y a pas de soleil, l'hiver, bah, c'est indispensable. Vraiment, là, c'est quelque chose qui fait plus aucun débat. Ça fait plus de 10 ans sans doute qu'on en parle sur Superphysique. C'est un des compléments qu'on propose sur superphysique-nutrition.fr, mais ça n'a là, c'est vraiment avant de prendre n'importe quel autre complément, en tout cas pour des os costauds, faut prendre de la vitamine D3, plus, j'ai envie de dire, le super vitamine qui est assez complet dont on vient de parler. Mais là, vraiment, c'est obligatoire. Il y a pas de débat. La vitamine D3, de plus en plus, même certains la considèrent déjà comme une hormone, tellement ça a des effets sur la santé, tellement c'est indispensable. Et beaucoup d'entre nous sont en déficit parce que l'été, on prend pas assez le soleil ou quand on le prend, ça a plus d'effets négatifs que positifs, vu qu'on crame. Et l'hiver, on n'a pas, c'est pas les bonnes ondes qui nous arrivent. Le ciel est souvent gris, etc. On n'est pas exposé parce qu'en plus on est couvert. Donc il faut se complémenter en vitamine D3. Là, il y a même pas de débat et en plus ça coûte pas grand chose. Vraiment, mais c'est des prix très accessibles sur la vitamine D3. Donc là, pour des os costauds, avant de faire des sauts, tout ça, je pense que c'est hyper important parce que si vous n'en prenez pas et que vous faites plein de sauts, imaginons que vous faites du triple saut, là, vous n'aurez pas les os costauds, même avec tout le lait de vache que vous pouvez boire. Voilà, en gros, en résumé, avant, si tu étais sédentaire, tu sortais pas de chez toi, mais tu prenais tes 3 yogourts par jour, tu te disais génial, j'ai des os forts, et en fait, non, c'était pas du tout ça. Ça, c'était pas le bon truc à faire. En résumé, on nous a un petit peu menti.
Ouais. Ok. Et si tu avais préparé le podcast, tu aurais sorti un flacon super vitamine D de Super Physique Nutrition, qui est voilà sur une base Bah, huile de colza et tout ça. Mais bon, t'as pas bien je préparé l'ai le dans mon podcast, frigo et Rudy. figure-toi que j'en prends tous les matins. Je mets dans mon riz avec mes œufs. Tu vois, je mets la vitamine D directement dedans. Comme maintenant, Ok, c'est bah, un pchit qu'on a. Et ben, je mets directement ça dedans. Donc, je suis content. C'est bien. ok, bah, chacun ses techniques. Voilà, tu peux le mettre dans la salade, tu fais pchit directement dans ta bouche. Pas de problème. Ok, Rudy. Est-ce qu'il y avait un autre sujet dans les notes? Normalement pas. J'avais. Si, il y en a un, Fabrice. Le concept transversal, l'effet Lindy. Ah oui, ouais, bah, je sais pas si c'est très intéressant ça. Bon, bah, vas-y, dis-nous ce que c'est l'effet Lindy, et puis voilà, on donnera quelques petits exemples. Mais c'est pas très scientifique en réalité. C'est l'espérance de vie d'une idée technologie est proportionnelle à son âge actuel. Application au fitness. Deux points. Fragile, les burpees. Années 30, controversé, par exemple. Fabrice. Bon, c'est incompréhensible, c'est pour ça que c'était des notes. Mais en gros, Ouais, je sais pas. voilà. Mais ouais, c'est pas grave. Bon, l'idée du truc, c'est un peu logique, plus on se sert de quelque chose pendant longtemps, plus il y a des chances qu'on s'en serve encore dans le futur. Donc, appliqué au sport, voilà, la corde à sauter, on en faisait il y a plusieurs décennies. Il y a bien longtemps qu'on faisait déjà de la corde à sauter, que les boxeurs en faisaient et tout ça. Ils en font encore. Ah bon, il y a des chances encore que dans 20 ans, on fasse de la corde à sauter. Les burpees, il y a 30 ans, on n'en faisait pas. Bon, là, ça fait 5 ans que tout le monde en fait, c'est déjà polémique. Ah, il y a des chances que dans 5 ans, on n'en fasse plus. En gros, voilà, l'idée du concept, c'est ça. Mais c'est gentil, quoi. C'est pas vraiment scientifique. C'est assez vague. Donc c'est pour ça que finalement, je l'avais pas retenu, tu vois. Parce qu'il y a des fois, on fait des trucs pendant longtemps Noté et puis c'est des conneries. Oui? t'avais noté le jeûne, la restriction calorique. Tu fais toi des jeûnes? Non, mais ça, je fais pas. Mais ça, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Donc du coup, je veux pas en parler. Effectivement, donc, voilà. J'ai pas d'avis, donc je peux en parler. Bon, Fléon Fabrice, j'ai ton prochain test. Ah, Est-ce que tu es vas-y. prêt à connaître ton prochain test? Vas-y. Alors, je me Ce suis sera peut-être le procuré mot de la fin. la Ouais. bague, la bague Oura. Donc, qui va mesurer ma fréquence cardiaque, mes pas, mon sommeil, la totale. C'est Ah, ton nouveau tu l'as, test, Fabrice. euh, tu l'avais oublié de le dire en début de podcast que tu allais parler de ça. Mais alors, explique-moi, Rudy, comment la bague peut être plus efficace que le truc sur poignet, qui lui-même est moins efficace que le brassard, qui lui-même est moins efficace que le truc qu'on met sur le torse. Alors, en termes d'efficacité, ça se met où? Parce qu'après tout, c'est vrai que dans les vieux tests de James Bond de détecteur anti-mensonge, ils te mettent une bague au doigt. Alors peut-être que c'est plus efficace que je ne le pense. Ouais. Pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait, bah, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a 2 semaines, donc ça doit faire 10 jours que je l'ai. Donc forcément, j'ai profité d'une promotion Black Friday. Sinon, j'aurais jamais acheté ça. Et bref, je me suis dit, tiens, allez, je vais tester. Et sur la fréquence cardiaque au repos, c'est assez fiable. Ça vaut tous les autres capteurs, c'est bien. À l'effort, c'est du zéro. Ah, vraiment, c'est nul. Là, c'est nul, c'est zéro. Tu peux pas, si tu transpires beaucoup, bah, la bague se barre. Donc, même si on te prend ta taille de doigt, tout ça, c'est la merde. Et sur le sommeil, ça détecte en tout cas très bien quand je m'endors et quand je me réveille. Alors bon, est-ce que j'ai besoin de Oui. savoir ça? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Donc pour l'instant, je suis très mitigé. Pareil, ça analyse la VFC. Donc si ça analyse bien ma fréquence cardiaque au repos, il y a des chances que la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, du moins en partie, parce qu'un capteur c'est pas suffisant et c'est pas uniquement quand tu dors qu'il faut la mesurer, mais ça donne une petite indication pour savoir quelle est ta forme du jour. Même si j'en ai pas besoin parce que je suis en forme tous les jours. Donc vu que je dors bien, Ok. je me couche à heure régulière et je me lève toujours à la même heure ou presque, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est le petit test du moment, Fabrice. Je me suis sacrifié pour nous 2, donc je teste. Il y avait plusieurs marques disponibles. Puis je me suis dit: «Allez, je prends la marque la plus connue, on va voir ce que ça donne». Je sais pas combien de temps je vais la garder. Après, je la vendrai à qui veut. S'il y en a qui sont intéressés, qui m'écrivent, je Ok. ferai un petit prix, au prorata, évidemment,
ce que j'ai utilisé. Ok, mais mais en fait, si c'est pas des marques qui t'offrent tous ces gadgets là et que t'es obligé de les acheter, Rudy, on va penser que t'es un influenceur qui est pas très connu parce que tu vois, normalement les influenceurs, on leur envoie les trucs, tu vois, pour qu'ils les testent et qu'ils en fassent la promo. Ils Ouais, payent mais pas les trucs. Donc non, non, mais justement, moi, je cherche justement à ne rien me faire offrir pour pouvoir rester objectif. En fait, des fois, on me ah, contacte d'accord. pour m'offrir des trucs et j'aime pas trop. J'aime bien tester. Pareil, j'avais testé les manchons Flytex là que tout le monde met en Aerox, une sorte de compression pour les genoux. C'était soi-disant miraculeux tout ça. Bon, en fait, c'est comme une genouillère quoi. Et ça n'a rien de révolutionnaire. Voilà. Après, ils avaient essayé de faire quelque chose. Ils voulaient m'envoyer des trucs tout ça. J'ai dit, ça sert à rien. Voilà, je vais pas mentir. Donc, j'aime bien acheter par moi-même pour justement pouvoir donner mon avis, et être tranquille. Parce que si on te l'offre, t'es un peu obligé de faire quelque chose, tu vois. C'est un peu la Hmm. réciprocité. Tu peux pas dire, bah écoutez, c'est nul votre truc. Tu peux, mais bon, C'est nul votre c'est pas truc. bien vu. Donc, C'est pour ça qu'on donc n'offre pas de finalement, compléments, nous. j'achète. Voilà, bah, on offre pas de truc. Mais, mais bon, c'est pour ça que j'achète. Et après, mais pareil, le bracelet Amazfit dont on avait parlé, bah, je l'ai passé à un copain à la salle. Il le teste aussi. Voilà. Mais moi, j'aime bien faire des petits tests. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Donc, que ça coûte rien. Ça coûte un peu de sous, mais après, comme je les revends ou quoi, j'ai bon, allez, je suis pas, j'ai Ok, pas ça. ok, bon, c'est Donc bon. après, si je perds C'est bon, Rudy. 30-40 €, voilà. Ah, on a compris, je te charriais, c'était une blague. Voilà. Bon, ah, bah tiens, en parlant de test, un petit truc rigolo à faire avec l'IA, avec les chats GPT, Google Gemini, etc. Moi, mon préféré, c'est plutôt Google Gemini, mais bon, avec celui que vous voulez. Donc, justement, j'ai pris le fameux bracelet de ma femme. Je suis allé faire une séance d'entraînement avec. Du coup, bah, ça m'a donné la fréquence cardiaque. J'ai récupéré la petite image de la fréquence cardiaque, donc en gros, la petite oscillation, là, comme ça. J'avais mis mon programme d'entraînement détaillé sur une feuille dite Google Sheet. En gros, voilà, c'est un espèce d'Excel sur le web en version Google, en lui disant je fais tel exercice, ça dure 30 secondes, après je fais une pause de 30 secondes, je fais tel exercice, etc. Que ça. Bref, je vais sur le Google Gemini, je lui donne mon petit graphique de fréquence cardiaque, je lui donne mon petit programme d'entraînement, et puis je lui dis, analyse-moi les données, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, j'ai 46 ans, je suis sportif sédentaire, voilà. Sois honnête, ne me dis pas que des mots d'amour. Parce que souvent, par défaut, les IA, elles sont programmées pour être un peu trop bienveillantes avec vous. Pour la faire courte. Et en fait, il était plutôt sympa. Il a dit du bien de mon tonus vagal. Alors au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me parle de tonus anal, lui? Et puis en fait, non, j'avais mal lu, c'était tonus vagal. Bon, donc tonus vagal. Donc Freddy, tu peux nous rappeler ce qu'est le tonus vagal, puisqu'on est sur un podcast sportif? Ouais, je saurais pas donner une bonne définition, mais en gros, c'est comment s'active ton système parasympathique. Euh, Est-ce que tu arrives à redescendre ou pas entre les différents efforts? Pour moi, ou pas, quoi. C'est plus ta Ah capacité à ben, ouais, ouais, récupérer. c'est ça. Ouais, ouais, bon, c'est ça. Je l'ai compris comme ça. Donc, en gros, pour mes 36-15 ma vie, voilà. Donc, quand je fais mes mountain climber et mes fentes, et ben, voilà, la fréquence cardiaque qui monte. Et ensuite, il y a 30 secondes de pause et la fréquence cardiaque, sur le petit graphique, elle fait piouf. Elle tombe d'un coup comme ça. Et ça, c'est bien. En fait, quand ça tombe d'un coup, c'est bien. Donc, j'en ai déduit que la marche minimaliste était pas si mal, voilà, pour le cardio et pour le tonus vagal, mais malheureusement insuffisante pour la densité osseuse. Mais voilà, en gros, le graphique que j'ai même envoyé à Rudy, preuve, hein, voilà, ça monte, ça descend d'un coup, ça monte, ça descend d'un coup, voilà, ça monte, ça descend d'un coup. Et évidemment, là où ça monte, c'est en général, c'est quand il y a le mountain climber à fentes et le squat aussi, même à vide. Parce que sinon, quand on fait du TRX comme ça, bon là, ça monte pas trop. Quand je fais le pont au sol, bah, forcément, on est couché, ça monte pas trop, a fortiori sans charge. Donc bref, c'était essentiellement les fentes et le mountain climber. Mais voilà, j'étais assez content de l'analyse. Et je lui ai bien dit, attention, hein, faut pas que tu sois sympa avec moi. Est-ce que c'est vraiment bien? Il me dit, oui, oui, c'est bien. Descendre de, je sais plus, 30 pulsations cardiaques en moins de 25 secondes, c'est pas mal. Voilà, bref. Donc, petite expérience pour vous si vous voulez jouer. Voilà, vous filez à votre IA une courbe de fréquence cardiaque en expliquant un peu les exercices que vous avez faits. Et puis, bah, il vous dira si vous avez un beau tonus vagal ou pas, quoi.
En résumé. Eh ben, merci Fabrice. Ah, allez. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé encore une fois un agréable moment en notre compagnie. Ça vous a donné des pistes de réflexion pour vous améliorer et mieux progresser. On rappelle que ce podcast a été rendu possible par superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires sur laquelle on vous encourage à commander, et par l'application SP Training disponible sur l'App Store et le Play Store. Je vous refais pas tout le laïus de ce qu'elle peut faire pour vous, mais elle peut sans doute vous aider à mieux progresser si aujourd'hui vous stagnez ou si vous êtes perdu parmi la masse d'informations. Bref, je vous laisse aller voir. Et nous, on se retrouve prochainement, normalement la semaine prochaine, même si on est Noël, pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Salut!